Bien bonjour. Bien bonjour. Nous allons garder la même méthode et nous allons chercher à puiser dans l'histoire de la pensée des ressources pour notre réflexion. Le thème de leadership, c'est comme tous les autres thèmes, il est présent depuis toujours. Et quand je parle des mythes et des allégories antiques, bien plus que de raconter des histoires fantastiques, je montre la préoccupation des gens de traiter des sujets qui sont des sujets de tous les temps. Et bien sûr que ces sujets de leadership ne pouvaient pas en être exclus. Regardez, comme je l'ai déjà expliqué, il y a un temps où les gens cherchaient à transmettre leurs réflexions, je dirais même donner leurs leçons par les biais de fables, d'histoires. C'est une tradition très ancienne qui a un excellent exemple en la figure de Christ lui-même. Et parmi ces mythes anciens, nous allons trouver la préoccupation de traiter de la question du leadership à plusieurs moments. Et ce sont plusieurs questions que l'on se propose de répondre. Hein? Une première question est qui doit diriger? Une deuxième question est que doit faire celui qui dirige? Une troisième question, c'est quelles sont les compétences ou attributs doit avoir celui qui dirige? Une quatrième question est quel est le type de relation quel type de relation doit entretenir le leader avec ceux qui sont sous sa direction? Alors toutes ces questions seront présentes depuis des siècles avant Jésus-Christ jusqu'aux penseurs contemporains. Hein? Alors, je vous invite à percevoir cette richesse, hein, et à prendre conscience de l'actualité, de la pensée de tout le temps. Comme nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer, l'histoire des mythes, elle commence dans un moment de chaos. Et ce moment de chaos est un moment où il n'y a aucune règle, ordre ou règlement qui soit derrière les relations entre les dieux. De telle manière que les dieux vivaient en guerre permanente et d'une certaine manière en se massacrant les uns et les autres. Et cette situation de chaos ne prendra fin que lorsqu'un dieu appelé Zeus, il met de l'ordre dans la maison. Et mettre de l'ordre dans la maison, cela veut dire avant tout mettre quelque chose, chaque chose à sa place, mettre chaque chose à faire ce qui, pourquoi elle est le plus propice, le plus aligné avec ses talents, hein? D'une certaine manière, avec cela, permettant à l'univers de fonctionner de manière très efficace, pacifique, harmonieuse et sans conflit. Alors, quelle est la première grande leçon, hein, de l'histoire des mythes? C'est que la figure de Zeus est la figure d'un grand leader, et ce leader a eu comme mérite de mettre l'harmonie là où il y avait des harmonies. Et là, alors, la mythologie nous enseigne, déjà, il y a très longtemps, une première grande compétence, hein, d'un leader,
qui est la harmonisation au sein d'un certain collectif, au sein d'une certaine pluralité. Or, cette idée d'harmonie, cette idée d'harmonie qui est absolument centrale ici pour nous, elle se heurte à une constatation. La constatation est que le conflit ou la possibilité de conflit est toujours imminent. Et pourquoi le conflit est-il toujours imminent? Parce que nous sommes tous désirants, nous sommes tous ambitieux et nous sommes tous pleins de volonté et nous sommes tous pleins de prétentions, n'est-ce pas? Et le monde, il y a ses limitations. Le monde est rare. Les prétentions sont abondantes. Alors, il est évident qu'il n'y a pas de monde pour tout le monde. il n'y a pas de monde pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites face à l'imminence du conflit. Le conflit, il découle de cette rareté de monde et de cette abondance de désirs. Alors, en ce sens, cette combinaison rend les relations potentiellement conflictuelles. Or, les relations étant potentiellement conflictuelles, l'harmonie est une conquête. Alors, c'est cela que l'on prétend enseigner. Et si vous laissez les choses dans leur flux normal, si vous laissez les gens s'y relationner normalement, si vous n'établissez pas, disons, une orientation pour le développement des relations, cela devient une guerre de tous contre tous. Alors, s'il existe de l'harmonie dans un lieu, c'est parce que c'est là, cette harmonie est, je me risquerais à dire, cette harmonie est artificielle. Parce que le naturel est la guerre. Il suffit de regarder la chaîne Discovery. Il suffit de regarder le monde animal et vous percevez que le monde naturel, c'est le normal, c'est la guerre, c'est la poursuite, c'est la destruction de l'un par l'autre et ainsi de suite. Alors, s'il y a de l'harmonie, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de quelqu'un qui a fait advenir ce qui normalement n'arriverait pas. C'est une leçon stupéfiante. C'est-à-dire, si vous adoptez le paradigme des écapagodines, selon lesquels il faut laisser la vie se mener, ça peut être aussi celui des chants qui dit la même chose. Je vais laisser la vie me mener. Si vous laissez la vie mener, vous êtes en conflit rigoureusement avec tout le monde. Quelqu'un qui vous coupe la route, quelqu'un qui passe au feu rouge, quelqu'un qui désire votre femme, quelqu'un qui désire votre emploi, quelqu'un qui désire votre argent, quelqu'un qui vous vole, quelqu'un qui vous... Donc, en laissant la vie mener, le normal est la guerre. S'il existe de l'harmonie, c'est parce qu'il y a eu une intervention qui a instauré artificiellement ce qui normalement n'arriverait pas. Alors, vous percevez que c'est la première grande leçon de Zeus. Et je pense qu'elle est devenue extrêmement éclairée ici. Alors, quand vous entrez dans une entreprise et que vous percevez effectivement que dans cette entreprise règne l'harmonie, sachez, cela n'est pas arrivé naturellement. Cela n'est pas arrivé par soi-même. Cela n'est pas arrivé chacun pensant à soi. Parce que sinon, ce qui arriverait est un peu le contraire. Alors, si c'est l'harmonie, c'est parce qu'il y a eu l'intervention d'un leader qui a su faire advenir ce qui sans lui ne serait pas arrivé. Très bien. Deuxième leçon. C'était la première, s'expliquer au maximum, il n'y a pas de doute possible. La deuxième leçon. La deuxième leçon est très simple.
Zeus, quand il prend le pouvoir, il distribue le pouvoir. Hein? Et il décentralise le pouvoir. Il donne un morceau du monde à chacun de ses corrigionnaires. L'expression est de division même. Hein? Division. Urteil en allemand, c'est division. C'est donner à chacun ce qui lui revient. Donner à chacun ce qui lui correspond. Et cette division est, selon l'allégorie antique, un autre attribut du leader. C'est-à-dire, vous permettre que vos subordonnés aient une souveraineté délibérative dans le temps et l'espace que vous avez défini. Et en d'autres termes, qu'apprenons-nous avec cela? Nous apprenons que quand Zeus donne les océans à Poséidon, quand Zeus donne le ciel à Uranus, quand Zeus donne la terre à Gaïa, quand Zeus donne, et ainsi de suite, il distribue hein, les premiers échelons, c'est le premier échelon, c'est son ministère. Après, il y a des secrétariats, il y a des sous-secrétariats, il découpe le monde en morceaux. Il donne à chacun qui fait Zeus. Il dit, tu es le gars le plus adéquat pour commander ces morceaux du monde. Alors, ces morceaux est ta responsabilité. Que cherche-t-on à montrer avec cela? Montrer que le leader n'est pas celui qui a nécessairement plus de compétences que tout sur tous les sujets. Ce serait absurde. Le leader, justement, est celui qui reconnaît que dans la spécificité de son activité, chacun de ses subordonnés le surpasse. Et c'est pourquoi lui-même doit décider, lui-même doit commander, lui-même doit organiser ce territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. Alors, la leçon que la mythologie nous donne est que le leader, bien plus qu'une espèce de tyran, de pacotille, et quelqu'un qui arrive, disons, à extraire de chacun de ses subordonnés ce qu'il a de mieux. Hein, et à découvrir cela, et à aligner cela, et à permettre que lui, en fait, vive selon cette compétence. Et alors, pourquoi ne pas se subordonner à cette compétence? Hein? Le leader est celui qui se tourne vers l'égard et va se, de la technologie, il va se décider sur un site et il se tourne et dit, mais mon gars, le site, c'est ton truc, non? Mais chef, vous êtes les chefs. Et justement, parce que je suis le chef, je te dis, décide-toi, c'est que tu trouves mieux. Et parce que c'est mieux, et ainsi vous avez, disons, une attribution de compétences qui est la prérogative de tout leader sage. En d'autres termes, c'est quoi la mythologie, hein? Qu'est-ce que la mythologie condamne? La mythologie condamne que la distribution soit cynique ou des façades. En d'autres termes, tout le monde peut parler, mais celui qui décide, c'est moi. Hein? C'est plus ou moins comme ça. Tout le monde peut donner un vote, mais mon vote a un poids de 10 000. Hein? Alors, bien sûr, peu importe ce que les autres ont dit. Non. Ce n'est pas vrai. Le leader, selon cet enseignement, c'est celui qui, même en étant en désaccord avec son subordonné, il va permettre que la décision de son subordonné triomphe parce qu'il croit que son subordonné, dans ce secteur d'activité, est plus compétent que lui-même. Donc, vous percevez que l'enseignement ici est l'enseignement d'humilité. C'est très rare de trouver dans le monde de la vie. En fin de compte, même quand les gens écoutent les autres, même quand les gens aiment faire des réunions, ils écoutent, mais à la fin, bien sûr, vous finissez par conduire pour que les choses se passent en fonction de ce que vous-même pensez. Non, le leader n'est pas cynique.
Non, le leader n'est pas cynique, n'est pas hypocrite. Le leader est celui qui, dit fait, octroie à ses subordonnés la compétence dans les limites préétablies. Dans les limites qui sont les limites de son excellence, de sa compétence, et ainsi de suite. La leçon c'est extraordinaire, Et vous direz, quel est le type de profil que ce leader doit avoir? Eh bien, ce leader, il doit pouvoir se réjouir en se rendant compte de l'excellence de son équipe et pas seulement de sa propre excellence. Ce leader doit se réjouir de constater que son équipe est si compétente qu'elle le supère dans ces domaines les plus divers. Ce leader doit se réjouir de constater qu'en donnant la souveraineté à ses subordonnés, il contribue à ce que ses subordonnés se sentent importantes et ressentent les besoins de chercher eux-mêmes de plus en plus l'excellence dans leur activité, que ne doit pas faire le leader. En retirant la souveraineté de chacun de ses subordonnés, ce leader retire de ses subordonnés l'enthousiasme pour le perfectionnement. Il retire de son subordonné l'enchantement de la quête de l'excellence. Après tout, comme c'est toujours lui qui va décider, pourquoi vais-je me donner du mal? Si mon point de vue, en fin de compte, ne compte finalement pour rien. Alors, vous ne fabriquerez une équipe excellente si elle est motivée pour l'excellence. Et elle ne sera motivée pour l'excellence que si effectivement elle perçoit que chacun a le pouvoir décisionnel souverain sur ces morceaux de monde qui lui correspondent, auxquels il est destiné. Et je ne sais pas si je me suis s'ils parviennent à atteindre l'excellence de ce type d'enseignement et l'actualité de ce type d'enseignement. Parce que d'après ce que je connais, c'est du monde des entreprises et pourquoi ne pas dire du monde du secteur public, c'est l'individu qui arrive à une situation de leadership, il part d'une prémisse contraire à celle de l'enseignement philosophique. Il part d'une prémisse que s'il est leader, c'est parce qu'il est supérieur. Cette supériorité dans l'organigramme, cette supériorité dans la pyramide organisationnelle de ces collectifs, elle finit par se traduire par une supériorité, disons, d'excellence et de compétences qui doit toujours prévaloir. Et donc, le bon leader est celui, selon cette perspective, qui a des subordonnés qui sont d'accord avec lui propre même. Alors, là, vous fabriquez pas une équipe de gens qui cherchent la vérité, mais vous fabriquez une bande de gens qui se dépêchent de découvrir ce que pensent les leaders pour pouvoir dire la même chose que le leader va dire, de préférence avant, pour simuler ainsi un alignement. Alors, naturellement, je pourrais citer l'exemple du journalisme. Je me souviens de comment est fait le journal national et je me souviens aussi de comment les éditeurs sont invités à s'exprimer. Alors, l'éditeur a une proposition de sujet pour le journal national, il apparaît à l'écran, il a dit « Quelle est votre proposition ?» Il dit et le rédacteur en chef, qui était William Bonner, depuis longtemps dit, il dit « Je trouve la proposition bonne. » Vous continuez là, et l'autre propose la sienne, la vôtre est horrible, et il est déconnecté de l'écran. Or, que fera ce type qui est déconnecté de l'écran le lendemain? Il cherchera à présenter quelque chose de semblable à celui qui a été applaudi. Et là, alors vous fabriquez une vérité orchestre symphonique. Seulement cet orchestre symphonique n'est pas basé sur l'excellence et des compétences particulières. Il est basé sur quoi? Sur la recherche de l'imitation, sur la recherche de l'alignement le haut vers le bas. Et naturellement,
Ce leadership est un leadership qui ne s'enrichit pas, n'ajoute rien. C'est un leadership exclusivement dicté par la compréhension de ce que le leader pense être juste au détriment de tous les autres. Alors, il existe ici un enseignement fondamental. L'enseignement que plusieurs personnes qui pensent est toujours mieux qu'une seule. D'accord? Nous pouvons passer à la philosophie. Curieusement, quand la philosophie commence, et vous avez déjà appris que dans une large mesure, elle commence avec Platon, cet enseignement qui nous est proposé par la mythologie, il est d'une certaine manière modifié. Et ce que Platon va proposer sur le leadership est un peu différent. Or, que va nous dire Platon? Platon va nous dire, conformément à ce que j'ai déjà expliqué à d'autres moments, que l'homme est constitué de deux parties. Il est constitué d'une âme pensante qui est éternelle. Donc, votre âme a toujours existé et résistera toujours. Et c'est cette âme qui pense. Donc, vous continuerez à penser après la mort, de la même manière que vous pensiez avant de naître, proprement. Donc, si vous avez trouvé cela une chose complètement folle, je pourrais montrer des vestiges de ce type de pensée dans notre quotidien. Il est très courant de dire « Wow, on dirait que je suis déjà venu ici ». C'est ça que les gens appellent des déjà-vus. Je l'ai déjà vu beaucoup, bien que je ne sois jamais venu ici. Hein. Parfois, vous vous entendez très bien avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu et on a l'impression que vous connaissez cette personne depuis longtemps. Et ce sont deux exemples pour montrer que le quotidien populaire accepte très bien qu'il peut y avoir des expériences antérieures à la naissance. Or, cela, c'est Platon. Hein? Cela, c'est Platon. Bien avant Allan Kardec, qui est 12 siècles dernier, cela, c'est Platon, 4 siècles avant Jésus-Christ. L'âme a toujours existé. Donc, quand vous naissez avec une âme qui n'est pas 0 km. Parce que votre âme n'a jamais été 0 km. C'est comme si vous jouiez une âme. D'accord? Vous prenez une âme et cette âme va, disons, s'accorder avec votre corps. Et qu'est-ce que c'est la vie? Moment terrible où corps et âme doivent cohabiter. Et le corps gêne l'âme. Parce que le corps distrait l'âme. Parce que le corps désire. Le corps ambitionne. Le corps a besoin de manger, a besoin de boire, tombe malade, gêne. Donc, la meilleure vie possible est celle où le corps gêne le moins possible. Et là, heureusement, hein, le corps meurt, l'âme redevient seule, souveraine, libre, sans le fardeau qui est un encre lourd, un sac de patates, qui est le corps. C'est la conception de Platon sur la vie. Très bien. Et s'il y a corps et âme, nous sommes corps et âme. Qu'est-ce que Platon nous enseigne? Platon nous enseigne que les âmes ne sont pas équivalentes. C'est une leçon typique des Grecs. En d'autres termes, il y a des âmes Lamborghini, des âmes Ferrari, âmes McLaren. Il y a des âmes Gurdjieff. Il y avait des Gavé, des âmes Combi. Ainsi, que faire alors, hein? Quel est l'intérêt de l'histoire? C'est que les âmes combi, elles sont en bien plus grand nombre que les âmes Lamborghini. Peut-être comme dans le monde des voitures aussi. Alors que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vous qui avez choisi votre âme. Hein? Quand vous êtes né, cette combinaison était déjà faite. Alors, il y a une sorte de loterie. Vous pouvez tomber sur une âme géniale, comme vous pouvez tomber sur
une âme nulle à chier. Une âme grossière, une âme... c'est bien sûr, ils sont ils sont peu nombreux ceux qui tombent sur une âme super géniale. La majorité, là, ne sait rien d'investir. Mieux vaut faire des gymnastiques, la musculation, des herbères, et l'atelier mécanique, c'est pas de domaine, c'est pas de domaine. Alors, il y a deux ou trois qui sont de domaine et le reste n'est pas de domaine. Alors, c'est la conception de Platon. Et Platon insiste pour dire que prendre l'argent de l'État et donner de l'instruction à tout le monde est une stupidité complète. Vous devez donner de l'instruction à ceux qui ont une âme de premier niveau. Les autres ne savent pas d'instruction, n'apprendront rien, ça ne sert à rien. Il faut leur donner ce qui est familier, compris? Et c'est cette idée. Alors, ce que vous percevez, c'est justifié pour que vous indigniez. Pourquoi? Parce que là, vous allez comprendre que quelque chose a changé. Bien sûr qu'il a changé. Oh, hein. Il est venu les pensées chrétiennes. Et la pensée chrétienne va dire que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous égaux. Hein? Mais avant Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Deux ou trois super géniaux et une majorité lourde, difficile, était très bien. Très bien. Et professeur, l'actualité de cette pensée de Platon aujourd'hui. Donne-moi. Donne, je donne. Je suis professeur depuis 25 ans. Et malgré que le Christ a dit des choses belles, dans la salle de classe, Platon a tout à fait raison. Il y a deux ou trois qui comprennent avant que vous ne parliez. Et vous avez une bande de gens qui ne servent à rien. Ils ne sont pas du domaine, ils ne comprennent jamais. Il y a des gens qui sont lourds. Tu regardes la personne. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Parfois, c'est juste le regard. Tu regardes le type, il n'a pas l'éclat. Il n'a pas, n'a pas. Je me souviens des camarades d'école, des gens croyables, hein. Tous entendent la même chose que le professeur disait. Il y a un moment où il va, qu'est-ce que tu as compris? Et ils sont un truc, alors, c'est que Platon dira, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu. Ça ne sert à rien, vieux. Quand le type n'est pas de domaine, il n'y a pas moyen. Très bien, j'espère que vous avez perçu qu'à partir de cette réflexion, il devient clair d'identifier qui doit être leader. Qui doit être leader. Qui est qui doit être leader? L'allégorie est celle du navire. Sur le navire, vous avez une bonne partie des personnes qui sont là à l'intérieur du navire, rament pour faire avancer le navire, parce que le navire à l'époque de Platon, il n'était pas motorisé, il était à rame. Et qui rame, c'est la grande majorité. Ce sont qui ne pensent pas. Alors, il faut faire quelque chose, penser n'est pas leur point fort, alors ils rament. Là, vous avez quelques-uns désignés pour défendre les navires. Des autres, ce sont des personnes vaillantes, déjà aussi, mais pas très bons pour penser aussi. Ils sont, mais ils se battent bien. Regardez, Spex des de l'UFC de l'époque. Vous prenez de la Minotaur, les jeux et ça, et vous les regardez, et vous regardez comme ça, avec l'œil peu fermé, et ne va rien expliquer, dit sophistiqué, mais dit, regarde, l'ennemi est celui-là, pour sortir avec la baston, il dit, peut me laisser, c'est mon domaine. Et donc, vous avez deux ou trois qui sont des penseurs. C'est vont commander le navire, ils vont penser, ils vont décider où le navire doit aller, etc., etc. Alors, naturellement, plus l'âme est bonne, plus grande est la propension au leadership. Donc, doit diriger celui dont l'âme est noble, dont l'âme, Platon disait, d'or. L'âme est d'or, et en or, l'âme est brillante. Dans l'âme, et en d'autres termes, le leader est celui qui a du discernement. Le leader est celui qui réussit, face à l'observation du monde, à trouver la meilleure solution. Le leader est donc une question de préparation, de discernement, d'intelligence, d'astuce, en d'autres termes, des questions typiques de l'âme pensante. Or,
qu'est-ce que doit devenir clair ici? Ce qui doit devenir clair ici est que quand Platon dit cela, il ne dit certainement pas que le leader est celui qui est choisi par la majorité. Qui doit diriger? Celui qui a l'âme la plus brillante. Maintenant, ici, personne ne le veut. Ça n'a pas d'importance. Les critères de leadership n'est pas dans l'empressement des autres. Les critères du leadership n'est pas dans le vote. Le critère de leadership n'est pas dans l'applaudissement des autres. Le critère de leadership est dans la compétence propre. Et Platon disait, il n'y a aucune raison pour que l'individu réellement lucide soit applaudi par les autres. Au contraire, le normal est que les personnes ne comprennent ce qu'il dit. Le normal est que personne ne l'aime. Le normal est qu'il ne suscite pas de passion et l'enthousiasme des grandes masses. Pourquoi? Parce que l'homme, comme il pense très bien, il est normal qu'il ne soit compris par presque personne. Donc, je ne sais pas si vous percevez, les critères du leadership chez Platon est un critère qui a exclusivement à voir avec la compétence intellectuelle du leader, sans avoir la moindre importance. Il n'y a aucune importance s'il bénéficie de la sympathie ou non de ses dirigeants. Je pourrais vous dire qu'il n'existe chez Platon aucune préoccupation pour ce que nous appelons aujourd'hui la légitimité du leader. Et qu'est-ce que c'est la légitimité du leader? Le fait que le dirigeant pense que ce type doit effectivement être le leader. Le leadership avec le soutien des applaudissements du dirigeant. Non. En d'autres termes, Platon considère cette légitimité très peu probable parce que, j'insiste, parce que les critères pour obtenir l'approbation populaire, les critères pour obtenir les applaudissements populaires, les attributs pour cela ne sont pas les mêmes attributs que les bons penseurs. Ne sont pas les mêmes attributs que les bons penseurs. Naturellement, Platon se référait à ce qui s'est passé à l'époque. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque? Platon était un grand leader. Athènes, non. Qui était Platon? Ceux même qu'il pensait devoir diriger, les sages. Mais à l'époque, les sages ne gouvernaient pas. Ni à l'époque, ni jamais. Et qui est-ce qui gouvernait? Vous vous souvenez? Les gens allaient à l'agora, à la place publique, et à la place publique, ils votaient des propositions selon les discours de ceux qui prenaient la parole. Alors, je demande, qui s'en sortait bien à l'agora? Qui s'en sortait bien à l'agora? C'était les bons orateurs. Qui s'en sortait bien à l'agora? C'était les types qui savaient émouvoir les masses. Qui s'en sortait bien à l'agora? C'était le type qui savait attirer les masses à son point de vue, en utilisant des ressources de la théâtralité, de la rhétorique, et ainsi de suite. Alors, c'était le leader. Il y avait à l'époque Gorgias, Protagoras, grands orateurs qui prenaient la parole et fabriquaient des grandes foules de passionnés. C'était les plus grands orateurs de l'histoire de l'humanité. Et Platon, pas du tout. Platon n'a jamais été un grand orateur. Platon n'avait même pas cette prétention. Et Platon pensait que ces grands orateurs étaient des grands trompeurs. Pourquoi? Parce que, en vérité, il disait des choses pour susciter l'applaudissement, pour séduire, pour tromper, et jamais pour chercher la vérité. Parce que la vérité est très peu compréhensible
par le plus grand nombre. C'est clair, c'est là ici. Je pourrais... Et professeur, quelle est l'actualité de cela ici? Regardez, quand le président Lula a été élu, quand on dit les élites néfastes, les détenteurs de capital, les détenteurs du capital ont dit, nous avons un président qui ne parle pas en anglais. Nous avons un président qui n'a même pas le diplôme du secondaire. Nous avons un président qui n'a pas fait de l'université. Nous avons un président des arguments platouciens par excellence. Ce sont les veuves de FHC, hein, les veuves du président diplômé, les veuves du président diplômé, les veuves de Kohl qui a été aussi diplômé, les veuves qui étaient aussi diplômés, les veuves d'autres qui étaient aussi diplômés, les veuves de Juscelino Kubitschek qui étaient aussi diplômés, et des autres présidents qui étaient aussi diplômés. Et bien sûr, qui avaient fait du Brésil ce qu'ils en avaient fait. Alors, naturellement, c'est très courant hein, d'accuser le président Lula avec des arguments de Platon. Hein, des arguments de Platon. Après tout, Lula, qui serait-il? Les habiles manipulateurs des consciences. Lula, qui serait-il? Serait-il le trompeur qui parvient, avec un langage populaire, à séduire les masses? Lula, qui serait-il? Gorgias et Protagoras. Ceux que Platon distinguait le plus. Pourquoi? Parce qu'ils obtenaient un leadership sans le moindre engagement envers la vérité. Je vous donne un exemple, c'est là. Imaginons que vous êtes devant un auditoire, vous savez que cet auditoire pense d'une certaine manière, alors vous développez un argument pour que tous ceux qui sont déjà d'accord avec cela se mettent à applaudir. Changer l'auditeur pense maintenant le contraire, et vous alors n'hésiterez pas à changer complètement le discours pour obtenir le soutien de ceux qui pensent le contraire du premier auditoire. Voilà les sophistes, voilà le Lula, voilà celui qui sans aucun engagement vers la vérité obtient un leadership incontestable. Avez-vous perçu l'actualité de la pensée de Platon? Elle est évidente pour nous. Regardez, expliquer les leaders de Platon, et il serait intéressant encore dans la pensée grecque de montrer la perspective de leadership chez Aristote. Ici, curieusement, nous avons une troisième perspective. Pourquoi troisième? Parce que celle de Mythe était une, Zeus qui distribue, celle de Platon était une autre, des Russes, celui qui est sage, il cherche la vérité, et la perspective d'Aristote est une troisième. Et quelle est? Aristote était convaincu que Zeus avait en effet mis de l'ordre dans la maison. En mettant l'ordre dans la maison, le vent, la marée, la grenouille. Et c'est parce que le vent, que la marée, c'est parce que tout est enchaîné. Tout, c'est parce que la marée, que la grenouille, qui tout est enchaîné. Si quelque chose s'y perce, ça perce le reste. Très bien. Cet univers qui ressemble beaucoup à une machine contient l'homme
en son sein. Et quelle est la grâce de l'homme? L'homme serait une pièce d'une machine qui est libre. Alors, il y a deux options. Ou bien l'homme découvre quel est son rôle dans la machine, il joue son rôle dans la machine, ou bien l'homme ne découvre pas quel est son rôle dans la machine, il reste libre à l'intérieur de la machine, faisant du bruit, souffrant, en dérangeant la machine. Et quel est le rôle de chaque homme dans la machine? Cela a à voir avec les compétences et son talent. Les compétences et le talent sont le GPS que l'homme découvre quel est son rôle dans la machine. Alors, si vous avez une tête de rue, il est fort probable que ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez une rue. Si vous avez une tête de vie, il est fort probable que vous ayez avisé. Et si vous avez la tête de professeur, il est probable que vous ayez enseigné. Et ainsi de suite. Alors, si vous êtes un professeur qui n'enseigne pas, vous êtes comme le vent qui refuse de vanter. Très bien. Ces hommes libres ne vivent pas seuls. Ils vivent en bande. Ils vivent en bande. Ils vivent en bande qui doivent s'organiser. Ils vivent en bande qui ont besoin de règles de relations. Ils vivent en bande qui ont besoin de quelqu'un qui mette de l'ordre dans la maison. Quelle doit être alors la préoccupation de tout leader? La préoccupation de tout leader est de diriger de telle manière à permettre à chacun de trouver son rôle dans la machine. La préoccupation de tout leader doit être telle que chacun trouve la raison pour laquelle il existe, qui est son rôle dans la machine. Alors, la préoccupation de tout leader est de fabriquer une ville, c'est de diriger une ville qui offre les conditions pour que tout puisse découvrir au plus tôt quel est son rôle dans l'univers. Et c'est une entreprise, la même chose. Le leader doit penser dans le sens de promouvoir les conditions pour que les gens découvrent l'intérieur de cet endroit, quel est leur rôle. Et leur rôle a à voir avec leur aptitude, avec leur goût, avec leur talent, avec leur désir et avec ce qui les fait sourire, avec ce qui fait briller leurs yeux. Le leader est le leader du bonheur. Hein? Parce que quand vous découvrez votre place dans la machine, quand vous découvrez votre rôle dans la machine, vous vivez bien. Vous vivez bien. Et parce que vous faites ce que pour que vous êtes les plus compétents et vous vivez bien parce que vous collaborez pour que la machine fonctionne correctement. Alors, j'espère que vous avez compris, les leaders pour diriger et pour diriger avec efficacité doit tirer le maximum de chacun de ses subordonnés. Et tirer le maximum de chacun de ses subordonnés, curieusement, ce n'est pas les asservir et les fouetter jusqu'à la mort, mais c'est les mettre à la place où ils rendent le plus. Et là, il favorisa son propre bonheur. Persévérer. Ce travail, mes amis, est un travail strictement qualitatif. J'ai l'habitude de fréquenter les entreprises. Et, j'ai l'habitude de fréquenter les entreprises. Et 10 sur 10 entreprises que je fréquente, j'arrive pour parler. Avant moi, c'est un leader qui parle. Le leader allume le PowerPoint et que projette-t-il sur l'écran? Il projette des nombres, des quantités, des chiffres, des graphiques, il projette des résultats. Bref, il quantifie sa performance. Peut-être
parce que les détenteurs de capital s'attendent à cela. Peut-être parce que tout le monde s'y attend déjà. Mais ce que je n'ai jamais vu, c'est un leader arriver et présenter comme résultat ce travail qualitatif, de s'être préoccupé, de mettre chacun à sa place, de manière à améliorer la vie de chacun à sa place. L'impression que cela donne, c'est que si l'employé produit suffisamment pour atteindre les objectifs, le fait qu'il fasse ce qu'il aime ou non, c'est une variable sans aucune importance. Le fait qu'il fasse ce qu'il considère être son talent est une variable sans aucune importance. En vérité, ces variétés de goûts et de talents de la part de chaque collaborateur sont vues comme une frivolité à traiter par les RH, par les départements qui sont responsables d'évacuer ce type de problème. Pourquoi? Parce que le leader n'a pas la tête, n'a pas l'espace mental pour se préoccuper de la joie ou la tristesse de l'employé. Ce dont le leader a besoin, ce sont des tableaux qui garantissent quoi? La rémunération adéquate du travail de tous à partir de quantité. Alors, j'espère que vous comprenez, ce n'est pas la leçon d'Aristote. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais si je commence à me préoccuper de voir la petite frivolité de chacun et où il veut rester, qu'est-ce qu'il aime faire, je ne sais quoi, je n'aurai plus de temps pour rien et nous n'arriverons nulle part. Ce n'est pas cela qu'Aristote l'enseigne. Si vous faites ce que vous aimez, vous rendez beaucoup plus que si vous travaillez simplement par peur de licenciement. Je vais répéter parce que cela vaut la peine de répéter. Je perçois que maintenant vous me regardez maintenant avec un air pour circonspect. Je vais répéter. Il existe un affect qui contamine tous ceux du monde du travail. C'est la peur de licenciement, la peur de la capitation, la réduction, la perte de l'argent, peur de sa place, peur. Alors, c'est clair. Celui qui agit mieux par peur, agit. Il agit. Il n'y a pas de doute qu'il agit. Mais quelle est la proposition d'Aristote? C'est que la conduite sera plus efficace si elle n'est pas mue par la peur, mais si elle est mue par la joie. La joie que ressent celui qui perçoit qu'il fait ce qu'il aime faire. C'est pour moi, c'est pourquoi il est talentueux et ainsi de suite. Alors, naturellement, si je devais travailler dans une auberge à Búzios, je travaillerai, Je ferai le lit, je m'occuperai de la réception, je m'occuperai de la cuisine, je travaillerai, je produirai. Mais ce n'est pas mon truc. Alors moi, je donne des cours, Alors quelqu'un pourrait dire, si tu avais une auberge à Búzios, tu gagnerais 20 fois ton salaire de professeur. Tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, c'est parce que 20 fois presque rien, il ne faut pas beaucoup. Alors vous avez raison. Mais qu'est-ce qui serait mieux pour la société? Mieux pour la société, ce serait moi donnant des cours. Il y a un type qui a l'administration dans le sang, administrant l'auberge à Búzios. Là, chaud. C'est un show. Il ne gagnerait pas 20, il gagnera 1200 fois ce que je gagne. Et moi, je reste dans mon élément, faisant ce où je rends le plus. Ah, mais c'est peu. Eh bien, la leçon d'Aristote est celle-là. Cette histoire de rendre plus ou moins du point de vue matériel n'a pas beaucoup de pertinence si nous faisons ce qui nous plaît. Et faire cela peut être de nos jours une grande blasphème. Un grand blasphème. Et je vais plus loin. Parce que l'enseignement ici, c'est un enseignement merveilleux. Nous avons l'habitude de comprendre.
que l'adéquation de notre travail a à voir avec son utilité. Utile pour. Utile, c'est la femme de chambre qui fait 30 lits en 15 minutes. Utile, c'est les chariots élévateurs qui empilent je sais pas combien de temps. Alors, vous percevez, ce qui est utile, c'est utile pour quelque chose. Le collier, regardez-moi. Le collier est utile pour nettoyer les yeux. Alors, vous percevez que l'utilité du collier, n'est pas dans le collier. L'utilité du chariot élévateur n'est pas dans les chariots. L'utilité de la femme de chambre n'est pas dans la femme de la chambre, mais dans le nombre de lits qu'elle fait. L'utilité de n'importe qui est l'utilité de celui qui ramasse les ramasseurs de nourriture dans les arbres, n'est-ce pas? Que ce soit mécanique, manuel, que ce soit. Alors, l'utilité de la machine ou l'utilité du travailleur est dans la rentabilité et dans la nourriture ramassée par temps passé. Alors, l'utilité est toujours en fonction d'autre chose. Alors, quelle est la proposition d'Aristote? Que le plus important dans la vie, c'est ce qui est inutile. Et ça, c'est pour vous rendre fou. Et pourquoi pourquoi c'est l'inutile? Parce que la joie est inutile. Vous êtes curieux pourquoi? Posez cette question à quelqu'un. La personne sourit, tout sourit pourquoi? Et la personne dira, je n'ai pas compris. Et vous demandez, vous souriez pourquoi? Tu veux dire pour qui? Non, pour qui? Non, je veux dire pourquoi? Quelle est l'utilité de sourire? Et tu diras, et elle dira, aucune, parfait. Quelle est l'utilité de jouir? Quelqu'un dira, procréer. Non, je ne parle pas de la fécondation, je parle de la jouissance. La jouissance, en tout cas, la jouissance, c'est ce que tu ressens quand tu jouis. Quelle est l'utilité de la jouissance? Aucune. La jouissance est inutile. Quelle est l'utilité du réconfort d'une étreinte? Tu étreins pourquoi? Tu étreins pour qui? Pourquoi? Et tu perçois que tout qu'il y a de bon dans la vie est inutile. C'est inutile. Et par conséquent, le leadership d'Aristote est pour une inutilité. Cela, c'est clair. C'est le contraire de ce que vous avez toujours appris. Parce que, bien sûr, ce n'était pas pour enseigner le contraire de ce que vous avez déjà toujours appris. Cela n'aurait pas valu la peine de quitter l'endroit où vous étiez pour attendre la même chose que vous avez toujours attendu. Augmentons l'utilité, augmentons l'efficacité, augmentons la chose. Je récolte 30 oranges par seconde, maintenant je récolte 300 par seconde. Quelle beauté! Le leader doit permettre que l'autre sourie avant toute chose. Maintenant, quelle est la proposition? S'il sourit, il récoltera 300 oranges et non 30. Mais là, c'est une autre histoire. Si nous sommes au bon endroit, faisant ce qui nous revient, nous sourions. Et cela suffit. T'as compris? La joie importe. Et elle est inutile. Inutile. Et tout ce qui est utile ne vaut rien. À moins qu'il ne permette la joie après. Le collier. Le collier nettoie les yeux. S'il y a une poussière et qu'il l'enlève, il va soulager et apporter de la joie. Alors, très bien. Si l'utilité des choses est pour la joie, parfait. Si ce n'est pas pour la joie, je ne sais pas. Alors, le leader, il doit avoir une préoccupation d'inutilité que vous devez ramener à la maison. Écoute-moi. Tous ces chefs de service, chefs de machin, commandant, contre-maître, je ne sais pas, les diables comme on l'appelle, superintendant, superviseur, super des putains de super, il y a un plein, mon vieux.
Il y en a plein. Et qu'est-ce que tous sont identiques. Avec moi, la rentabilité a augmenté. Avec moi, a augmenté. Je ne sais quoi. Presque tous ont cette arrogance endémique. Hein. C'est né de l'art de celui qui se croit simplement supérieur aux autres. Et c'est simple aussi comme ça. Et à cause de quoi? À cause de l'inutilité. Et donc, évidemment, il dit, je suis le plus utile que toi. Et bien, sache que la personne plus utile qu'une autre est nécessairement plus malheureuse. Parce qu'évidemment, le bonheur est inutile. Et donc, évidemment, quand quelqu'un t'accusera d'être inutile, faut sourire. Parce que c'est le plus grand compliment qu'on a pu te faire. Tu es inutile. Et tout, grâce à Dieu, ou plutôt, grâce à Aristote, qui m'a permis ce bonheur d'inutilité. Le bonheur, c'est celui qui déguste d'une omelette. Et à quoi sert l'omelette? Il y aura toujours un nutritionniste. Qui est le nutritionniste? Le nutritionniste, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, absolument rien à la nourriture. Et il croit qu'on mange parce que l'omelette a des protéines. Non, je mange l'omelette parce que ça me rend joyeux. Et à quoi ça sert? À rien. L'omelette, c'est le bonheur. Et les protéines, qu'elles aillent se faire foutre. Je ne pense pas que je mange des protéines. Je mange l'œuf. Et les goûts d'œuf. Et si on passait au sexe, ce serait le maximum. En faisant l'amour, tu manges Joaquin. Et Joaquin, c'est quoi? Les acides aminés, des protéines, des glucides. Et il dit, il ne faut pas manger des glucides. J'espère que tu as aperçu à quel point l'inutilité fait partie de notre vie et à quel point il faut aller contre-courant d'un discours établi comme une vérité indiscutable. Celui que l'individu bon est l'individu utile. Et la proposition est le contraire. L'individu qui vit bien est l'individu qui accepte bien son inutilité. Et je peux vous garantir, quand je donne cours, quand tu pourrais me demander, monsieur, vous donnez un cours pour faire quoi? Et moi, je pourrais, selon la situation, dire, moi, je donne cours pour former mes étudiants. Mais ce n'est pas vrai. Heureusement, ce n'est pas vrai. Je donne cours pour m'amuser. Et pour amuser mes étudiants. Si avec cet amusement, ils arrivent à mieux réfléchir et mieux comprendre la vie, très bien. Mais mon cours est fier d'être complètement inutile. À tel point que si tout suit mon cours et tout est formé et tout va appliquer sur le marché du travail, tu ne pourras pas appliquer une virgule de ce que j'ai dit. Et je me réjouis de ça. À quoi sert ton cours? À rien. Comme le bonheur, il ne sert à rien. Tout est pour lui. C'est clair? Alors je pense que tu as compris le rôle du leader. Le rôle est un rôle sophistiqué. Ce rôle est un rôle sympa. Moi, je pourrais quand même donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai amené ici à Sorocaba 4 collègues de mon bureau. Vu que le bureau a 5 personnes, tout le bureau est ici. Et alors tu dirais, et qui est au bureau? Je réponds, personne. Et le téléphone, personne ne répondra. Mais quel est le débile mental qui a amené tout le monde au même endroit et n'a laissé personne là-bas? Moi. Et pourquoi? Parce qu'on est venu en voiture, alors ailleurs, une voiture petite, donc c'était 2 devant et 3 derrière, complètement écrasé par les sièges de devant. Et on est venu en riant de São Paulo jusqu'ici. En riant de quoi? De rien. Et je ne me souviens même pas de quoi. On est venu en riant des choses qu'on allait rencontrer. Par exemple, Lika nous a appelés.
Et on a chanté joyeux anniversaire pour elle au téléphone. Lika, joyeux anniversaire. Et on a dit, regarde, on est dans la virage. Et on était au kilomètre 40 de la Castello Branco. On arrive. On arrive. Et on est venu en riant. Les professeurs, les gars veulent acheter votre conférence. Le bureau perd l'argent. Et tout le monde rit dans une boîte de concert sur rue. Quelle espèce de manager êtes-vous? À la mode Aristote. Après, on vendra la conférence. Pour l'instant, on va rire. Pour l'instant, on va profiter. Pour l'instant, on va sourire un peu. Mais c'est l'heure de travail. L'heure de travail, en définition, est courante, exploiteuse. L'heure de travail, qui la définit? Celui qui travaille. Travail, mon cool. Je vais m'amuser. Et puis toute la matinée, et après-midi. Et ainsi de suite, le leader d'Aristote est un leader préoccupé par son sourire. À un moment donné, tout se compensera. Et je peux imaginer à quel point chacun d'entre vous me regarde avec un air très méfiant. Monsieur, excusez-moi, je ne veux rien porter de ce que vous dites là où je travaille. Fais comme tu veux. C'est ton endroit. C'est ton droit de continuer d'être triste. C'est ton droit de continuer à être esclave des résultats. C'est ton problème. Tout est ride, hein? Tout est ride. Quand tu mourras, une poignée de cerceaux qui va se rompre et tout va tomber par terre. Parce que tu n'as pas ri pendant ta vie. Et celui qui ne rit pas pendant sa vie, les circuits se cassent au moment de porter. C'est une malédiction. Ma malédiction. En plus de tout, tu vas t'étaler par terre. Non, mon ami. Ce qu'on emporte de ces vies, ce sont quelques moments où on s'est permis de rire. Le reste sera pris par les pires créatures. Regarde cet argent que tu as accumulé, que tu n'as pas laissé filer. Cet argent qui va être utilisé dans un bordel, tu vas voir. Et ce n'est pas toi qui iras là-bas, tu peux croire. Hein? S'il y a une opportunité, j'en ai 4 ou 5 et fais toi-même, au lieu de laisser aux autres. C'est clair. Enseignement d'Aristote. Merveilleux, merveilleux. C'est super, mon vieux. J'ai acheté un combi cette semaine. Le combi est un utilitaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec le combi? Rien du tout. C'est un rêve d'enfance. Vous avez une chose à mettre dans la combi? Rien. Vous avez beaucoup de gens à mettre dans le combi? J'ai rien. Je l'ai acheté parce que j'ai voulu. En fait, j'ai déjà 500 combis en miniature. Et maintenant, j'ai acheté un grand. Et je vais le prendre en rouge, cerise, en bas, crème en haut. Et je vais le mettre dans le petit rideau. Et pourquoi faire ça? Pour rien. Occupe-toi de ta vie pour rien. Les bonheurs, c'est comme ça. Pour rien. Je vais montrer dans le combi, rester là. Je suis le propriétaire du combi. Purée, c'est très clair, non? Aristote est mort. Et vous trouverez 12 siècles de pensée chrétienne, non plus 15 siècles de pensée chrétienne. Et qu'est-ce que la pensée chrétienne nous enseigne? La pensée chrétienne nous enseigne que le leader doit être comme Christ. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, je chante la petite chanson. Hein? S'aimer comme Jésus a aimé, penser comme Jésus pensait, sourire comme Jésus a souri, vivre comme Jésus a vécu, se ressentir ce que Jésus ressentait, sourire comme Jésus souriait. Et en d'autres termes, le bon leader est le leader vertueux à la mode du Christ. Le bon leader est le leader bon et qui peut préconiser Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Le leader chrétien est un leader aimant. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous traiterons l'amour dans un cours spécifique, mais cela signifie avant tout avoir une immense préoccupation pour l'autre. Avoir une immense préoccupation pour la joie de l'autre. Avoir une immense préoccupation pour le bien-être de l'autre. Avoir une immense préoccupation pour le salut de l'autre. Et là, c'est clair. Le bon leader, c'est celui qui facilitera la vie de tout le monde. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre la pensée d'Aristote et la pensée du Christ?
La différence est évidente. Pour Aristote, le leader doit favoriser les bonheurs, car en favorisant les bonheurs, il contribue au bon fonctionnement de l'univers comme une machine. Pour le Christ, le leader doit favoriser le bonheur de l'autre, car en favorisant le bonheur de l'autre, il réjouit Dieu, créateur de l'autrui et du leader lui-même. Je ne sais pas si tu as compris, mais qu'est-ce que tu penses avec beaucoup de raisons? C'est qu'au final, c'est la même chose. Et tu as raison. C'est la même chose, seulement pour des raisons complètement différentes. Aristote ne pensait pas en Dieu créateur de tout, mais il pensait à l'univers et à l'homme heureux pour contribuer à l'univers. J'espère que tu as compris cela. Hein? C'est-à-dire, si tu souris, c'est parce que tu es un vent qui vent. Si tu souris, c'est une grenouille qui grenouille. Et pourquoi tu souris tout? Pour percevoir que tu es au bon endroit. Le sourire est un indicateur. Hein? Je trouve ça génial ce que j'ai fait. C'est la preuve que je suis le vent qui ventille. Hein? Je suis le grenouille qui grenouille. Hein? Bien alors, en faisant cela, en étant au bon endroit, je veille au bon fonctionnement de l'univers. Or, le Christ n'a aucune préoccupation pour l'univers. Christ a une préoccupation pour Dieu le Père. Et Dieu le Père nous a tous fait. Et bien sûr, quand tu aides l'autrui à souffrir moins, c'est l'appelé à Dieu le Père. Et ainsi, nous sommes tous en chemin vers le salut. Le chemin de salut est le chemin de la vie éternelle, et la vie éternelle sera garantie chaque fois que tu feras ce que Dieu a fait, que Christ a fait. Et Jésus-Christ, c'est la référence. Maintenant, bien sûr, quelle est la spécificité d'un leader? Quelle est la spécificité d'un leader chrétien? La spécificité d'un leader chrétien est non seulement de vivre selon ce que Dieu veut, mais aussi de guider ses subordonnés vers la volonté de Dieu. Voilà qu'ici, il y a une différence fondamentale. Alors, qui est le leader au milieu de la pensée chrétienne? C'est quelqu'un choisi par Dieu pour conduire les autres au salut, à la vie éternelle, à travers l'amour, à travers un comportement semblable à celui que le Christ lui-même a eu. Par conséquent, il est clair quelle est la compétence qu'il doit avoir un leader chrétien? Celle de connaître profondément le comportement du Christ. Car après tout, il est la référence, l'exemple à imiter qui nous mènera à la sainteté, à la vie éternelle et ainsi de suite. Alors, le bon leader est le leader qui ressemble le plus possible au Christ. Or, mes amis, j'espère que vous avez perçu que tous ces enseignements, depuis la mythologie jusqu'à Platon, Aristote et maintenant le Christ, tous sont présents dans notre imaginaire du bon leader. Hein? En fin de compte, le bon leader est celui qui écoute l'autre, l'autrui, le leader est celui qui se soucie de l'autrui, le bon leader c'est celui qui se soucie du bon fonctionnement de l'ensemble, le bon leader c'est celui qui est intelligent et il y a de l'astuce. Alors, nous composons une mosaïque qui aide à expliquer ce que nous entendons aujourd'hui pour quelqu'un qui est, disons, compétent pour diriger. Nous arrivons à l'époque moderne, et nous allons trouver à l'époque moderne une pensée absolument nécessaire pour traiter le leadership. Qui est la pensée de Machiavel. Et qui nous enseigne Machiavel? J'espère que vous comprenez, nous sommes déjà à 1500. En 1500, l'homme avait déjà découvert que l'univers n'est pas cosmique comme le voulait Aristote. En 1500, l'homme commençait à se soupçonner qu'il s'est dit aux chrétiens et il admet beaucoup d'interprétations.
En 1500, l'homme se regardait déjà et il disait le leader est celui qui s'ajuste au cosmos, ou le leader est celui qui est ajusté à la volonté de Dieu. Peut-être ni l'un ni l'autre. Et qui va nous enseigner Machiavel? Machiavel va nous enseigner que c'est celui que nous trouvons aussi tout le temps quand nous parlons de leadership. Un leader est celui qui exerce un certain pouvoir sur ses subordonnés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? A exerce du pouvoir sur B. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans certaines limites, B n'est pas souverain pour décider de sa propre vie. La vie de B, elle est à la merci de la volonté de A. C'est cela. Je vais le répéter pour que vous le savouriez. Quand est-ce que A exerce le pouvoir sur B? C'est quand, dans certaines limites, dans un certain territoire, dans certaines conditions, B n'est pas souverain pour décider de sa propre vie. Mais la vie de B sera décidée par la volonté de A. Imaginons un exemple. Imaginons une entreprise. Imaginons qu'au sein de cette entreprise, les femmes doivent travailler en jupe. Alors, quand une femme entre pour travailler dans l'entreprise, elle dit « Je n'aime pas porter des jupes ». Et alors quelqu'un dira bien ici, mais ici il faut porter une jupe. Alors cette personne qui ne porterait pas de jupe porte une jupe et l'acte de porter une jupe n'est pas décidé par elle, mais est décidé par quelqu'un qui exerce sur elle un certain pouvoir. Très bien. Le leader exerce sur le dirigé un certain pouvoir. Cela signifie quoi? Cela signifie que sa volonté prévaut. Non seulement pour décider de sa propre vie, mais pour décider de la vie du dirigé, de la vie du subalterne, la vie de l'autre. Très bien. Qu'est-ce que Machiavel affirme? Machiavel affirme que cette position de leader est une position agréable pour beaucoup de gens. Et vous direz, pas pour tout. C'est là que réside la subtilité. Voyez, l'étude de la psychologie. Machiavel croit que beaucoup de gens ne se sentent pas bien dans la condition de devoir décider de la vie des autres. Machiavel va plus loin. Machiavel affirme qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans la condition de décider de leur propre vie. Machiavel affirme alors qu'il y a des gens qui ne se sentent très bien quand d'autres décident de leur propre vie. C'est ce que nous pourrions appeler ces vertus volontaires. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? J'ai peur de décider ce que je vais me faire moi-même. Alors c'est pratique quand quelqu'un décide pour moi et m'ordonne de le faire. Pourquoi? Parce que alors je n'ai pas eu à décider. En résumé, il y a des gens qui aiment, nous pourrions utiliser une nomenclature que nous connaissons déjà. Il y a des gens qui se réjouissent de décider de leur propre vie et de celle des autres. Et il y a des gens qui se réjouissent que leur propre vie soit décidée par les autres, par l'autrui.
Alors, c'est la faim avec l'envie de manger. C'est avoir celui qui adore commander et avoir celui qui déteste commander même sur soi-même. Alors, c'est clair, dira Machiavel. Il existe une légion de personnes qui attendent que quelqu'un décide de ces chemins. Il existe bien sûr un tas de gens aussi voulant décider le chemin de tout le monde. C'est très bien. En ce sens, le leader est celui qui a comme caractéristique personnelle d'aimer exercer le pouvoir, c'est-à-dire aimer que sa volonté soit déterminante pour la vie de l'autrui. Et c'est clair, tout le monde n'est pas comme ça. Par conséquent, il existe là un trait psychologique très intéressant à explorer. Il y aura ceux qui sont obligés de commander sans aimer faire cela. Exemple, moi. Plusieurs fois à l'université, on m'a mis dans la condition de coordinateur. Celui qui coordonne, celui qui commande, celui qui est leader. Mais je déteste commander. Je déteste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je finis d'une certaine manière par déléguer tout mon pouvoir à mes subordonnés. Cela facilite parce que ce sont des professeurs et qu'ils ont un certain bon sens et donc je finis par faire une gestion ultra participative où je n'ai personnellement rien à décider. Alors, dira Machiavel, je suis un leader de pacotille, un leader de seconde zone. Un leader est celui qui doit aimer commander. Je ne sais pas si vous percevez, mais ce qui dit Machiavel est un peu le contraire du début du cours. N'est-ce pas? Donc, juste pour vous préciser que je n'ai pas de vérité à vous offrir. Ce que j'ai, ce sont des pensées différentes sur la même chose. Le leader est celui qui doit prendre plaisir à exercer le pouvoir. D'accord? Il y a un leader qui aime exercer le pouvoir. Doit exercer le pouvoir pour quoi faire? Ici vient le détail crucial. En d'autres termes, quelqu'un qui aime commander, quelqu'un qui aime exercer le pouvoir, doit exercer le pouvoir dans quel but? Et la réponse de Machiavel est très surprenante, mais c'est très concrète. L'objectif d'un leader en exerçant le pouvoir est d'obtenir plus de pouvoir. Je vais répéter pour que vous le savouriez. Qu'est-ce qu'un leader cherche quand il dirige? Un leader, quand il dirige, il cherche à rester leader. Un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce le pouvoir, qui est du métier, qui veut continuer à exercer le pouvoir, fera tout pour continuer à exercer son pouvoir. Et alors, pour conserver ou augmenter le pouvoir qu'il a. Quand est-ce que le leader agit bien? Quand il conserve le pouvoir qu'il a. Et quand est-ce que le leader agit mal? Quand il perd le pouvoir qu'il a. Vous direz, comment cela arrive? Et Machiavel dira, la meilleure façon de conserver le pouvoir que le leader a est à travers les applaudissements du dirigé. Voyez ce que j'ai dit. Machiavel a souvent été taxé de philosophe de la force. Ce n'est pas vrai.
Voyez ce que j'explique. La meilleure façon de conserver le pouvoir du leader est à travers des applaudissements du dirigé. C'est ce qu'aujourd'hui nous appelons la légitimité. Rien de mieux qu'être applaudi parce que quand vous êtes applaudi, vous dépensez moins pour maintenir le pouvoir. Vous dépensez moins de ressources, vous dépensez moins d'énergie, vous dépensez moins de force. Rien de mieux que d'être applaudi. C'est-à-dire, rien de mieux que de recevoir avec la reconnaissance et l'acceptation du dirigé. Rien de mieux. Maintenant, si ce n'est pas possible, il faut conserver le leadership à tout prix. Alors là, oui, il faut utiliser la force. Et la force, bien sûr, elle signifie soit remplacer le dirigé insatisfait, soit l'éliminer. Ce qui implique aussi une substitution. Alors, mes amis, à ce moment-là, nous composons déjà une mosaïque super intéressante. Quelle est la différence de la pensée de Machiavel par rapport aux autres? C'est que tant la mythologie, que Platon, qu'Aristote, que le Christ, avaient comme critère du bon leadership la société, l'univers, l'autrui. Machiavel, pour la première fois dans l'histoire de la pensée, il déplace les critères vers le leader. Le bon leader est celui qui réussit. Machiavel est le premier à juger le leadership, non par ce qui arrive, mais par le pouvoir qui se conserve ou non de la part du leader. Là, vous pourriez demander, mais il ne parle pas du tout du bien-être du dirigé, du bien-être de la société, du bien-être du monde. Il en parle. Le leader doit s'en préoccuper, oui. Mais pourquoi le leader doit-il s'en préoccuper? Quand c'est une condition pour qu'il continue à diriger. Donc, si moi, pour continuer à être un leader, j'ai besoin que vous m'aimiez, je ferai tout pour que vous m'aimiez. Mais je ne ferai pas tout pour que vous m'aimiez à cause de toi. Le Christ, comme Christ. Moi, je ferai tout pour que vous m'aimiez à cause de moi. Machiavel. Vous avez compris? Je vais répéter pour que vous le savouriez. Qui dira Christ? Le bon leader est celui qui veille au bien-être de tous. Parce que pour une raison quelconque, il aime tout le monde. Et le critère est le bien-être de tous et c'est tout. Qui dira Machiavel? Non. Le leader, il doit réussir. Alors il va promouvoir le bien-être de tous. Mais ce n'est pas à cause du bien-être de tous. C'est pour qu'il puisse continuer à exercer le pouvoir dans les meilleures conditions possibles. Et à ce moment-là, vous pourriez interrompre et demander qui a raison. Est-ce qu'on ne peut pas faire cet exercice? Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement conclure que les deux peuvent avoir raison? Après tout, si vous allez à Brasilia, vous donnez raison à Machiavel en 5 minutes. N'est-ce pas? Qui veut un député? Dites-vous qui connaissez plus les députés que moi. Qui veut un député? Il est à Brasilia. Il est au milieu de son mandat. Qui veut le député? C'est drôle comme vous ne répondez pas. Qui veut un député?
Il faut être réélu. Victoire de Machiavel. Que Machiavel dira, vous voyez, j'ai raison. Un député, vous êtes réélu. Mais il vous a bien traité, il vous a reçu. Bien sûr, vous allez soutenir sa campagne. Il vous traitera bien. Mais il ne vous traite pas bien à cause de toi. Il vous traite bien parce que vous êtes un instrument qui garantira son pouvoir. Donc, Machiavel a raison. Tout le temps. Machiavel a raison. Conversation avec avec des riches, conversation avec qui commande. La dernière chose à laquelle commande pense, c'est de perdre le pouvoir, il déprime, il dépérisse, il meurt, il tombe malade. Pourtant, quand vous allez converser avec ces mêmes personnes, et vous cohabitez mieux avec chacune d'elles, vous allez percevoir que derrière les jeux, derrière la recherche de pouvoir, derrière les intérêts, chacun là-bas a une certaine idée de comment il aimerait que le monde soit, de comment il aimerait que le pays soit. Aussi pour qui qu'il soit le député, vous pouvez parier que derrière toutes ces manigances, il existe une certaine sensation qu'une société avec une meilleure répartition des revenus est meilleure qu'une société avec 2 ou 3 riches et le reste mourant de faim. Il existe une certaine sensation que les grandes vies sans aucune sécurité, ce n'est pas bien. Ce serait mieux s'il y avait plus de sécurité. Ce serait mieux s'il y avait plus d'écoles adéquates. Ce serait mieux s'il y avait plus... Donc c'est-à-dire, j'ose dire que en chacun de nous cohabite Machiavel et le Christ. Parce que chacun de nous pense bien sûr à sa propre carrière, à sa propre gain, à sa propre victoire, à son propre intérêt. Mais heureusement, nous ne sommes pas que cela. Chacun de nous est prêt à tendre la main. Chacun de nous est prêt à renoncer à un gain pour aider quelqu'un. Chacun de nous est prêt à sécuriser quelqu'un en difficulté. Chacun de nous est prêt à... Alors vous percevez que c'est dans la complexité que nous constituons. Il y a de la place pour l'égoïsme le plus monstrueux. Il y a de la place aussi pour l'altruisme le plus généreux. Chacun de nous est leader à la manière de Machiavel, presque tout le temps. Mais chacun de nous sait très bien que sa décision affecte la vie des personnes humbles. Et quand une décision améliore la vie des personnes humbles, vous ne pouvez continuer une certaine satisfaction. Et ce n'est pas pour le pouvoir que vous accumulez. C'est parce que vous avez réussi à faire en sorte que la vie de quelqu'un soit un peu meilleure. Vous êtes le Christ et Machiavel en même temps. Les deux ont raison. C'est bien mieux ainsi. Ce n'est pas très courant, ce type de conclusion. C'est beaucoup plus facile d'arriver ici et de vous dire « Nous sommes ignorables et intéressés à la manière de Machiavel. » Ou alors « Nous sommes généreux et donnants à la manière de Christ. » Mais ce n'est pas la vérité. Ou plutôt, les deux sont la vérité. C'est que ces choses cohabitent en nous. Personne ne va pas renoncer à ses propres ambitions. Mais personne ne vit seulement de ses propres ambitions. Très bien.
Cette leçon de Machiavel, elle nous renvoie à un saut vers l'actualité. Et dans l'actualité, je voudrais ramener à nouveau pour nous la pensée du type qui a dirigé mon doctorat, un citoyen appelé Pierre Bourdieu, et qui va parler de leadership. Et quelle est la préoccupation de Bourdieu? La préoccupation de Bourdieu est de montrer ce que les autres n'ont pas montré. C'est de montrer qu'un leader dans le monde contemporain, il devra avoir tel ou tel attribut selon l'endroit qu'il fréquente, selon le jeu qu'il joue, selon l'activité qui est la sienne. Bourdieu va montrer que le leader est toujours un individu doté d'un certain capital. Mais ce capital presque n'est jamais de l'argent. Ce capital, c'est un capital social de reconnaissance. Donc le leadership, il n'a jamais pour fondement des attributs objectifs du leader, mais a pour fondement la reconnaissance des autres par rapport à lui. Par conséquent, le leadership est une forme de relation entre les personnes, et non un patrimoine solitaire. Le leadership est une forme de se relier très particulière et qui va beaucoup varier selon l'espace social. Pourquoi? Parce que la société est entrecoupée de champs. Et chaque champ contient une espèce de jeu très propre. Et le leader qui dirige ici ne dirigerait jamais ailleurs. Prenons comme exemple un champ très visible, qui est le champ journalistique. Quand je parle de champ journalistique, je parle d'un tas de gens qui vivent du journalisme. Je parle d'un tas de gens qui disputent des trophées journalistiques, comme être par exemple rédacteur, chef d'un journal. Un trophée. Quand je parle de gens journalistes, je parle d'un tas de gens qui ont un capital journalistique. Les uns beaucoup plus que les autres. Quand je parle de champ journalistique, je parle de dominant. Je parle de dominés, comme tant d'autres dont on ne se souvient même pas du nom. Quand je parle de champ journalistique, je parle d'un ensemble de règles de fonctionnement qui n'intéressent que ceux qui jouent à ces jeux. Quand je parle de champ journalistique, je parle d'une manière d'être, d'une manière de s'habiller, d'une manière de parler, d'une manière de voir le monde, d'une manière d'attribuer des valeurs aux choses, d'une manière d'attribuer de la valeur aux personnes. J'ai parlé des champs journalistiques, mais je pourrais parler des champs académiques, des champs universitaires. C'est la même chose. Là, vous avez un tas de gens qui vivent de l'université, de la science, de l'enseignement. Dans les champs universitaires, vous avez des gens comme Marilène Achaoui, des griffes détentrices d'un très haut capital universitaire. Et vous avez des milliards de professeurs anonymes qui de temps en temps ont le droit d'applaudir Marilène Achaoui dans un événement. Le champ universitaire a aussi ses trophées, comme être professeur d'une université publique, représenter un domaine de connaissance auprès du ministère
et ainsi de suite. J'espère que vous avez perçu que quand Marilyn Achaoui prend la parole pour parler à des milliards de professeurs de philosophie, de l'enseignement secondaire, elle n'a pas besoin de crier « Je suis un grec, je suis bien meilleur que vous, je suis génial et vous êtes une bande de nouillards ». Pas du tout. Parce que la bande de nouillards le dit avant, elle a déjà applaudi avant de commencer à parler. Parce qu'elle est détentrice d'un capital reconnu par tous. Mais si Marilyn Achaoui va être reportée à la journal, probablement elle ne sera même pas acceptée. Si elle Gasp va donner cours à la faculté, probablement on ne le laissera pas passer de la porte. Et là, vous percevez que le leader qui est leader ici n'est pas leader là-bas. Et si vous voulez changer de jeu, vous allez payer cher le changement. Parce que chaque jour a une histoire. Chaque jour a un processus d'accumulation de capital. Et pour vous convertir du capital d'un champ à un autre champ, c'est cher. Le taux de conversion est cher. En 86, Antonio Arminio, ultra-dominant du champ des entreprises, a voulu être gouverneur de São Paulo. Il a fait la campagne la plus chère de l'histoire de notre province. Et il a perdu face à Quercia. Quercia, candidat qui à l'époque déjà jouissait d'une énorme fragilité. Parce que ce n'est pas simple comme ça. Parce que chaque jeu a une logique. Et le leadership incontestable dans un endroit ne veut pas dire leadership incontestable dans un autre endroit. Parce que les caractéristiques d'un leader ici ne valent rien là-bas. Et les caractéristiques du leader là-bas ne valent rien ici. Et je pourrais citer les champs publicitaires. Depuis que j'étudie les dominants du champ publicitaire, ils concentrent presque tout le capital de prestige publicitaire. Presque 30 ans, on ne parle que d'eux. Alors que les facultés sortent de centaines de milliards d'étudiants qui deviennent publicitaires, ils vont couper les marges du champ, la périphérie du champ. Et est-ce que par hasard, W Brésil ont besoin d'arriver et de dire « Je suis le boss du coin ». Non, jamais ils ne diraient ça parce que ce n'est pas nécessaire. Les autres applaudissent déjà, reconnaissent déjà. Leadership et reconnaissance. Et c'est exactement ici que je voudrais expliquer l'idée de légitimité. Légitimité du porte-parole, l'acceptation. Je me souviens de quand moi j'ai étudié, ou plutôt, je commençais à travailler comme professeur à Mogi. J'ai vu une affiche parlant d'un congrès des professeurs de journalisme à Salvador, à l'Université fédérale de Bahia. Je suis allé voir mon chef et j'ai demandé si la faculté ne m'enverrait pas jusqu'à Salvador. Il a dit non. Je demandé si je pouvais justifier mes absences. Il m'a dit non. Je suis allé quand même, en bus. Quand je suis arrivé, je me suis dirigé au groupe éthique dans l'enseignement du journalisme. Il y avait 1000 personnes environ pour assister à la conférence inaugurale, qui serait donnée par un certain Bernardo
Kosinski. Il a donné une excellente conférence. Il était professeur d'éthique dans le journalisme à l'USP. Quand il a terminé la conférence, il a demandé s'il y avait des questions et j'ai tout de suite levé la main. Alors il a dit non, institution. Mon Dieu, c'est dur. Les noms, personne n'a jamais entendu. L'institution, on a déjà entendu. Mais ça ne fait pas bien. Alors vous réunissez deux éléments difficiles à porter dans le monde. Alors je voulais faire une suggestion qui est la fin de la piscine d'éthique dans le cursus de journalisme. Et on m'a coupé le micro. Le fait de couper le micro signifie que vous n'êtes pas autorisé à faire cette proposition. Personne ne sait qui vous êtes. Cette proposition est farfelue. Ils ne m'ont pas même laissé continuer. Je savais qu'est-ce qui se passait. Je n'avais pas l'autorisation de dire quelque chose. Je n'étais personne. Capital zéro. Leadership zéro. Capital d'argent aussi. Mais ce n'est pas le capital qui est importé parce que l'académie, tout le monde a de l'argent zéro. C'est le capital de reconnaissance académique, zéro. Eh bien, j'ai avancé petit à petit. Et 14 ans après, j'ai reçu une lettre, 10e, 4e congrès de professeurs de journalisme. Et maintenant, c'était une lettre m'invitant à donner la conférence inaugurale du groupe éthique. À ce moment-là, je donnais cours à la place de Bernardo Kosinski à l'USP pour l'éthique dans le journalisme. Bernardo était allé travailler au gouvernement fédéral avec Lula et je suis resté à sa place. Vous avez perçu que j'ai changé de place. J'ai changé de place à l'université et j'ai changé de place dans l'auditorium. Maintenant, j'étais à la table. Alors, je n'ai même pas dit bonjour. J'ai dit ainsi, il y a 14 ans, j'étais en train de parler. Que j'étais contre la discipline d'éthique dans le journalisme. Et alors, on m'a coupé le micro. Alors, je veux continuer à partir de là. Maintenant, le Conseil fédéral de l'éducation m'a écouté. A entendu les propositions jusqu'à la fin. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un absurde que l'éthique soit en discipline. Parce que l'éthique est si importante qu'elle mérite d'être un département, un extradisciplinaire. Alors, les professeurs de journalisme radio parlent d'éthique, les professeurs de journalisme parlent d'éthique, la presse magazine parle d'éthique, les professeurs de journalisme imprimé parlent d'éthique. Alors, ce n'est pas pour éliminer la discipline, d'éliminer l'éthique. Au contraire, c'est de placer dans une position centrale dans des cursus ou au-delà d'une seule discipline. Et maintenant, ma position entendue a été transmise, a été suivie, et aujourd'hui, elle est triomphante dans le cursus de journalisme. Et vous demandez qu'est-ce qui a changé en 14 ans? Bon sang, en 14 ans. Ce qui a changé, c'est que j'ai accumulé du capital académique, de telle manière à être autorisé à parler. Curieusement, la proposition est la même. Ce qui a changé, c'est qui parle. Ce qui a changé, c'est la condition du porte-parole. Ce qui a changé, c'est l'endroit d'où le porte-parole parle. Et là, c'est clair, cette proposition qui avant était inacceptable devient brillante. La même. La même. J'espère que vous avez perçu alors que la valeur d'un discours ne dépend pas exactement de ce qui est dit, mais dépend de ce qu'il est dit. Il dépend de qui le dit, c'est-à-dire dépend de la légitimité de celui qui parle. Si la société vous autorise à parler, vous parlerez, il serait entendu. Si la société ne vous autorise pas à parler, vous pouvez même parler, mais vous ne serez pas entendu.
vous ne serez pas considéré. Alors, les conditions pour être leader dans le monde de l'université n'ont rien à voir les conditions pour être leader dans le monde du football. N'ont rien à voir avec les conditions pour être leader dans le monde de la médecine. Ils n'ont rien à voir avec les conditions pour être leader dans le monde du showbiz, de l'argent, des affaires et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous apprenez avec Bourdieu? Qu'est-ce que vous apprenez avec Bourdieu? C'est que l'appartenance à un champ, le fait que vous jouiez à un jeu, comme par exemple le jeu de l'agriculture, vous permet d'identifier avec l'arté qui est le boss à cet endroit, qui est celui qui, quand il parle, il est entendu, et celui qui doit encore manger beaucoup d'haricots pour avoir le droit d'ouvrir la bouche. Ce qui est curieux, c'est que plus ou moins, comme cela se passe avec l'argent, vous voyez le métal, le champ est un espace de concentration du capital. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que pour chaque Washington Olivet, vous avez des milliards de publicitaires qui ne sont pas autorisés à ouvrir la bouche. Pour chaque Antonio Hermine, vous avez des milliards d'entrepreneurs qui ne sont pas autorisés à ouvrir la bouche. Pour chaque Marilena Chaoui, vous avez des milliards de professeurs qui ne sont pas autorisés à ouvrir la bouche. Ils peuvent même ouvrir la bouche, mais ne seront pas entendus. Regardez mes amis, quand vous assistez aux manifestations des rues, quand vous regardez la rue et voyez ce qui se passe, qu'est-ce que vous identifiez? Vous identifiez une réunion d'exclus, qui souvent peuvent même être de la classe moyenne et d'avoir de l'argent, mais qui dans les lieux où ils sont, n'arrivent pas à être entendus. Alors la rue est l'espace. Dans le chaos de la rue, nous trouvons le seul lieu où peut-être, nous pouvons être entendus. Et là, vous assistez à ce défilé des drapeaux, des propositions, chacune provenant d'un champ différent de l'autre. C'est le moment où les éclus s'unissent. C'est le moment où les dominés se serrent les coudes. C'est le moment où tous ceux qui ne supportent pas la longue trajectoire pour devenir dominants vont dans la rue. Ou alors ceux qui entrevoient que pour arriver à être un Joaquim Barbosa, ça va être chaud. Alors, il vaut mieux commencer à s'y plaindre maintenant. Et là, vous percevez combien il est important que chaque espace social ait la capacité d'aération, dans le sens que de nouveaux leaderships puissent surgir. Parce que c'est un espace social devient un bloc compact, sans changement, il est en train de fomenter la révolution. Quand est-ce que vous allez jouer le jeu pacifiquement? Vous allez jouer le jeu pacifiquement quand vous croyerez, si vous passez un peu, vous pouvez arriver là-bas. Mais si à un moment donné, il vous passe par la tête que quoi qu'il arrive, c'est presque impossible d'arriver là-bas, soit vous partez seul dans la tristesse, soit vous unissez avec des autres désillusionnés. Il est fondamental que la société ait de l'aération pour permettre une sortie, pour permettre que les gens entrevoient un accès.
permettre que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire pour sortir de la condition de dominé et arriver à la condition de leader. Plus c'est clair pour tout le monde ce qu'il faut faire pour arriver à leader, moins il y a des chances d'une vie tumultueuse et révolutionnaire. Par conséquent, il incombe à tout bon leader d'anticiper les conditions de son héritage. Il incombe à tout bon leader d'anticiper les conditions de sa propre substitution. Il incombe à tout bon leader de rendre clair à tous les candidats prétendant à occuper son poste quels sont les chemins, quelles sont les règles, quelles sont les conditions pour qu'ils puissent sortir d'où ils sont et arriver là où tous prétendent arriver. C'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine et si Dieu le veut.